Tout a commencé début août avec les sentiers. Des randonneurs ont signalé que des tronçons du Long Trail et du Stratton Pond Trail étaient complètement bloqués par des arbres tombés. Pas le genre de chablis qu'on trouve après une tempête, mais de jeunes pousses fraîchement cassées et des bouleaux tordus à hauteur de poitrine et disposés en travers du chemin selon ce qui ressemblait à des motifs délibérés. Nous les avons dégagés. Ils sont réapparus. Nous les avons dégagés à nouveau. Ils sont réapparus en moins de 48 heures. J'ai rempli 3 rapports d'entretien distincts en 2 semaines, ce qui était inhabituel car ce tronçon de sentier n'avait généralement besoin d'être dégagé que 2 fois par saison. Mon superviseur, Tom Bridges, a suggéré que nous avions affaire à un orignal en rut qui endommageait les arbres dans un comportement territorial, mais les orignaux ne disposent pas le bois tombé en motifs entrecroisés et ils ne laissent pas d'écorce déchiquetée à plus de 2 mètres du sol. L'odeur est venue ensuite. Fin août, début septembre, nous avons commencé à recevoir des plaintes de randonneurs campant près de Stratton Pond à propos d'une odeur de pourriture qui flottait dans la zone la nuit, assez forte pour réveiller les gens, assez forte pour qu'un groupe plie bagages à 2 heures du matin et reparte à la lueur des lampes frontales plutôt que de rester 1 heure de plus. Ils l'ont décrite comme un mélange de chien mouillé et de viande avariée, un musc qui semblait tapisser l'intérieur du nez et de la gorge. Je l'ai senti moi-même le 12 septembre lors d'une patrouille de routine dans la zone de l'abri de Stratton Pond. Je vérifiais que la boîte à ours n'était pas endommagée quand le vent a tourné et j'ai été frappé par une vague de puanteur si puissante que j'ai eu un haut le cœur. C'était une odeur épaisse, organique, anormale, et elle a disparu aussi vite qu'elle était venue. J'ai cherché un animal mort, peut-être un cerf tué par des coyotes et laissé à pourrir dans les broussailles, mais je n'ai rien trouvé. L'odeur est restée dans ma mémoire plus longtemps qu'elle n'a persisté dans l'air. Puis les bruits ont commencé. C'est là que ça devient plus difficile à expliquer sans avoir l'air de chercher des excuses ou de construire un récit après coup, mais je vous assure que cela s'est produit dans cet ordre. Une progression qui avait un sens si on y prêtait attention. Des randonneurs ont signalé avoir entendu des vocalises dans les bois la nuit qui ne correspondaient à aucun animal connu dans le Vermont. Pas des coyotes, pas des renards, pas des hiboux, pas des pécans, qui peuvent avoir un cri d'une ressemblance inquiétante avec un cri humain. C'était différent. Des cris profonds, des sortes de houps qui résonnaient à travers les crêtes, montant et descendant en tonalité comme quelqu'un qui soufflerait dans le goulot d'une bouteille, mais avec une résonance qui portait sur des kilomètres. Nous recevions les signalements par grappes, 3 ou 4 groupes différents appelant de différentes parties de la forêt la même nuit, décrivant les mêmes sons. Je les ai entendus moi-même le 18 septembre en fermant le poste de garde forestier près de Kellystown Road. C'était juste après le coucher du soleil, dans ce créneau bleu-gris avant la nuit noire, et je verrouillais l'abri à matériel quand je l'ai entendu venant de quelque part sur Stratton Mountain. Un long hurlement qui a roulé, commençant bas pour monter plus haut, tenu pendant peut-être 10 secondes, puis retombant dans le silence. Ce n'était pas un coyote. J'ai entendu des milliers de coyotes. C'était plus gros, plus profond, et il y avait quelque chose qui m'a glacé le sang, une fréquence ou un timbre qui a déclenché un instinct que j'ignorais posséder. J'ai appelé la permanence pour demander si quelqu'un d'autre avait signalé une activité animale inhabituelle dans la région. La régulatrice, une femme nommée Carole qui travaillait à ce poste depuis 20 ans, m'a dit que nous avions eu 4 appels au cours des 3 dernières heures, tous provenant de la région de Stratton Mountain, et tous décrivant les mêmes vocalises. Elle m'a demandé si je voulais déposer un rapport d'incident. J'ai dit non, juste de le consigner comme activité phonique. Elle m'a demandé si je pensais qu'il valait la peine de contacter le service de la faune pour peut-être vérifier la présence d'un animal enragé ou d'un ours blessé émettant des sons anormaux. Je lui ai dit que je surveillerais la situation et que je ferais un suivi si cela continuait. Ce que je ne lui ai pas dit,
c'est que ce son m'avait fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais une enfant qui avait peur du noir. Une terreur animale et profonde qui me disait que quoi que ce soit qui ait fait ce bruit était plus grand et plus fort que moi, et que je ne devais pas être seul dans la forêt quand il déciderait de descendre de la montagne. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment, mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis une professionnelle et que j'ai été formée pour évaluer les menaces de la faune sur la base de preuves et de probabilités, pas sur des réactions viscérales et des peurs d'enfants. L'explication rationnelle était que nous avions un ours avec un larynx blessé ou un orignal en détresse, ou même un animal exotique échappé d'un propriétaire privé quelque part dans le sud du Vermont. L'explication irrationnelle, celle qui ne cessait de s'insinuer dans mon esprit tard le soir quand j'étais seul dans ma cabane, était que nous avions quelque chose dans la forêt qui n'était pas censé exister, et que cette chose devenait de plus en plus audacieuse. Le 24 septembre, un randonneur solitaire nommé Marcus Webb, 53 ans, randonneur expérimenté avec plus de 200 nuits dans l'arrière-pays des Green Mountains, est rentré 3 jours plus tôt que prévu et s'est rendu directement au poste de garde forestier pour signaler qu'il avait été suivi. Il campait près de Stratton Pond dans la nuit du 22 septembre quand il a entendu quelque chose de grand se déplacer dans les bois autour de sa tente, tournant autour de sa position pendant plus d'1 heure, cassant des branches et soufflant bruyamment, mais sans jamais s'approcher à moins d'une 30aine de mètres. Il a dit qu'il avait allumé sa lampe frontale et crié plusieurs fois, essayant d'effrayer ce qu'il supposait être un ours inspectant son campement, mais l'animal ne s'est pas retiré. Il est resté à la lisière des arbres, juste hors de portée de sa lumière, et à un moment donné, il l'a entendu briser un arbre, pas une branche mais un arbre entier, d'un diamètre de peut-être 10 ou 12 cm. Un craquement sec suivi du fracas de sa chute sur le sol de la forêt. Il a remballé son équipement dans le noir et est reparti parcourant 10 km à la lampe frontale parce que rester dans ce campement lui semblait plus dangereux que de s'orienter sur le sentier de nuit. Quand je l'ai interrogé, j'ai pu voir qu'il n'exagérait pas ou ne cherchait pas à attirer l'attention. Ses mains tremblaient encore. C'était un témoin crédible, quelqu'un qui connaissait la différence entre le comportement normal de la faune et quelque chose d'anormal, et il m'a dit sans détour que ce qui se trouvait dans ces bois cette nuit-là n'était pas un ours. Il a dit que c'était trop grand quand ça se déplaçait entre les arbres, trop bipède, et que le bruit de l'arbre brisé semblait délibéré comme une démonstration de force pour intimider plutôt qu'un accident de mouvement. J'ai classé son rapport et l'ai envoyé au bureau de district avec une recommandation d'augmenter les patrouilles dans la région de Stratton Pond et d'envisager d'afficher des avertissements concernant une activité faunique inhabituelle. Tom Bridges m'a appelé 2 jours plus tard et m'a dit que nous n'allions rien faire qui puisse effrayer les touristes en pleine saison des couleurs d'automne, à moins d'avoir une preuve visuelle confirmée d'un animal dangereux. Il a dit que Marcus Webb était probablement un type bien qui avait eu une expérience effrayante avec un orignal ou un ours, et que son imagination avait fait le reste. J'ai demandé à Tom s'il avait lu la partie sur l'arbre brisé. Il a dit que les ours brisent dans des arbres tout le temps. J'ai dit pas comme ça, pas comme une démonstration d'intimidation en tournant autour d'un campement humain pendant 1 heure. Il a dit que j'analysais trop et que je devais me concentrer sur l'entretien de routine et laisser les biologistes de la faune s'occuper de la faune. J'ai dit d'accord. J'ai raccroché. Je n'ai pas discuté parce que discuter m'aurait obligé à dire ce que je pensais vraiment, à savoir que nous avions un Sasquatch dans la Green Mountain National Forest et qu'il intensifiait son comportement territorial, et dire cela à voix haute aurait anéanti ma crédibilité en une seule conversation. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'ai commencé à sortir de vieux rapports d'incidents des archives, remontant sur 5 ans, à la recherche de schémas. Ce que j'ai trouvé était une série d'événements inexpliqués qui individuellement ressemblaient à des éléments disparates, mais qui collectivement commençaient à former une image.
Juillet 2019, une équipe d'entretien a signalé avoir trouvé une section du Long Trail détruite, non pas par des tempêtes, mais par quelque chose qui avait arraché les marches en pierre et les avait jetées dans les bois, certaines des roches pesant plus de 50 kilos. Mars 2020, un motoneigiste près de Kelly Stand Road a signalé avoir vu une grande silhouette dressée traverser le sentier devant lui au crépuscule, trop grande pour être un humain, trop rapide pour être un ours. Octobre 2021, 2 groupes de chasseurs distincts ont signalé avoir trouvé d'immenses empreintes de pas dans la boue près de Bourne Pond, 40 cm de long, bien plus grandes que n'importe quelle trace d'ours. Aucun de ces incidents n'avait fait l'objet d'une enquête sérieuse. Ils avaient été consignés, classés et oubliés parce qu'ils n'entraient dans aucune des catégories de problèmes que le personnel du service forestier est formé à résoudre. J'ai commencé à emporter un appareil photo avec moi à chaque patrouille, un petit appareil photo numérique compact que je gardais dans la poche de ma veste. Je me disais que j'étais ridicule, que je courais après un mythe. Mais l'atmosphère dans la forêt avait changé et je ne pouvais plus l'ignorer. Quand je parcourais les sentiers seul, je me sentais observé, je me sentais suivi. J'ai commencé à remarquer des choses devant lesquelles j'étais passé 100 fois. De l'écorce fraîchement arrachée des arbres, à des hauteurs qu'aucun ours ne pouvait atteindre. Des empreintes dans le sol meuble près des ruisseaux qui ne correspondaient à aucun animal que je connaissais. Des tas d'excréments qui semblaient trop gros et trop anormaux pour être ceux d'un ours ou d'un orignal. J'ai tout pris en photo. J'ai enregistré les coordonnées GPS. Je n'ai parlé à personne de ce que je faisais parce que je savais comment ça sonnerait. Le 1er octobre, 2 jours avant l'attaque, je fermais le Stratton Pond Trail pour un entretien de routine, remplaçant les balises endommagées et vérifiant l'état des passerelles en bois près de l'étang lui-même. C'était un mardi, en milieu de matinée, grand soleil, temps parfait. J'étais seul, ce qui n'était pas inhabituel. La plupart de mon travail se fait en solitaire. J'aime la solitude, ou du moins j'aimais ça. J'étais à environ 1,5 km du début du sentier, en train de travailler sur une balise qui avait été partiellement arrachée de l'arbre, quand j'ai entendu le coup dans le bois. Si vous n'en avez jamais entendu, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas comme un pic vert et ce n'est pas comme un arbre qui tombe. C'est un craquement sec et résonnant, bois contre bois, délibéré et espacé. 2 coups à environ 3 secondes d'intervalle. J'ai arrêté de travailler et j'ai écouté. Silence. J'ai attendu. Un autre coup, plus loin, peut-être à une centaine de mètres plus profondément dans la forêt. Puis un autre, d'une direction différente. Je suis resté là, le marteau à la main, et j'ai compris que quelque chose communiquait, marquait sa position, faisait une triangulation, et que j'étais au centre du triangle. J'ai laissé la balise à moitié finie, et je suis retourné vers le début du sentier sans courir, mais en marchant plus vite que d'habitude, scrutant la lisière des arbres des 2 côtés. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu de plus. Mais la forêt semblait différente, comme l'atmosphère avant un orage, quand la pression de l'air chute et que les oiseaux se taisent. Je suis retourné à mon camion et je suis resté assise dans la cabine pendant 10 minutes avant de démarrer le moteur, essayant de décider si je surréagissais ou si mon instinct rattrapait enfin ce que mon esprit rationnel niait depuis des semaines. J'ai décidé que je surréagissais. J'ai décidé que je laissais l'histoire de Marcus Webb, les rapports d'archives et ma propre paranoïa due au manque de sommeil transformer des bruits normaux de la forêt en monstres. J'ai décidé que je reviendrais le lendemain, que je finirais de remplacer la balise, que je ferais mon travail et que j'arrêterais d'inventer des raisons d'avoir peur des arbres et des ombres. Cette décision a failli me coûter la vie. Le 3 octobre était un mercredi, frais et clair, une dizaine de degrés à l'aube avec une prévision de soleil toute la journée. J'ai quitté le poste de garde forestier à 6h45, conduisant sur la route de service jusqu'au début du Stratton Pond Trail avec mon équipement chargé à l'arrière. Marteau, clous, balises de rechange, trousse de premier secours, radio, téléphone, montre GPS,
lampe frontale, spray anti-ours, eau et une barre protéinée que je n'ai pas mangée. J'ai contacté la permanence à 7h10 et j'ai dit à Carole que je travaillerais seul sur le Stratton Pond Trail, heure de retour prévue 14h ans. Elle a noté mes informations et m'a dit de faire attention. J'ai dit que je le faisais toujours. C'était la dernière conversation normale que j'ai eue avant que tout ne change. Le sentier était désert. En milieu de semaine début octobre, les foules venues admirer les couleurs de l'automne s'étaient au clairsemé, et les randonneurs sérieux n'avaient pas encore commencé leurs excursions de fin de saison. J'avais la forêt pour moi toute seule, ce qui aurait dû être paisible mais me donnait plutôt l'impression d'être à découvert. J'ai marché le 1,5 km jusqu'à la balise inachevée en environ 25 minutes. À un rythme régulier, respirant facilement, essayant de me concentrer sur le travail à venir et non sur la sensation de reptation entre mes omoplates qui me disaient que j'étais observé. J'ai trouvé la balise exactement là où je l'avais laissée 2 jours plus tôt, à moitié attachée, les clous toujours dans la pochette de ma ceinture à outils depuis que j'avais interrompu ma tâche. J'ai posé mon sac à dos, sorti le marteau et me suis mis au travail. J'enfonçais le 3e clou quand je l'ai senti. Le même muscle de viande pourrie que j'avais rencontré près de la boîte à ours en septembre, mais plus fort maintenant, si fort que c'était une présence quasi physique, épaisse et suffocante. J'ai arrêté de marteler. Je me suis retourné lentement, scrutant les bois. Rien. L'odeur s'est intensifiée. J'ai senti ma gorge se nouer, mes yeux pleuraient. Elle venait du nord d'où venait le vent, du côté du sentier où le terrain montait vers un bouquet dense d'épicéas. Je suis resté très immobile et j'ai écouté. J'ai entendu une respiration. Pas le vent, pas le bruissement des feuilles, mais une respiration, profonde et rythmée, le son de poumons aspirant et expirant de l'air. Quelque chose de grand se tenait dans les arbres à 10 mètres de moi, m'observant travailler, et cette chose était là depuis assez longtemps pour que je n'ai pas remarqué son approche. J'ai lentement tendu la main vers le spray anti-ours à ma ceinture. Ma main tremblait. J'ai retiré la sécurité. Je n'ai pas quitté la lisière des arbres des yeux. La respiration s'est arrêtée. Silence. J'ai attendu. Puis j'ai entendu un mouvement. Pas une course mais une marche. Quelque chose de lourd se frayant un chemin dans le sous-bois, et je l'ai vu pour la première fois. Juste un aperçu, juste une forme se déplaçant entre les troncs, mais assez pour confirmer ce que je savais déjà. Elle était bipède, elle était massive, elle était couverte de poils sombres, brun chocolat là où le soleil la frappait à travers la canopée. Elle se déplaçait avec une foulée trop longue pour un humain et trop fluide pour un ours. Et quand elle a tourné la tête pour me regarder, j'ai vu son visage pendant peut-être une demi-seconde, plat et sombre et trop intelligent. Puis elle a disparu, s'évanouissant dans les épicéas si complètement que c'était comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, le spray anti-ours à la main, et j'ai essayé de comprendre ce que je venais de voir. Ma formation disait ours, mon expérience disait impossible. Le témoignage de mes propres yeux disait tout autre chose, quelque chose qui n'était pas censé exister, et j'avais environ 2 secondes pour décider si j'allais courir ou rester et essayer de documenter ce dont je venais d'être témoin. J'ai choisi de documenter. J'ai eu tort. J'ai sorti mon téléphone d'une main, gardant le spray anti-ours près dans l'autre. J'ai ouvert l'application de l'appareil photo. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je l'ai pointé vers la lisière des arbres et j'ai commencé à prendre des photos, en rafale, espérant capturer quelque chose, n'importe quoi qui prouverait que je n'hallucinais pas. L'écran du téléphone montrait des arbres, des ombres, rien. J'ai filmé. J'ai fait un lent panoramique sur la zone où j'avais vu la créature disparaître. Toujours rien. Puis mon téléphone a vibré. Une seule vibration et l'écran est devenu noir. Plus de batterie. Je l'ai regardé stupéfaite. Je l'avais chargé à fond ce matin-là. Il était à 97% quand je l'avais vérifié dans le camion il y a 20 minutes. Mort. Comme ça.
J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai attrapé ma radio à la place. J'ai appuyé sur le bouton du micro et j'ai appelé la permanence en essayant de garder ma voix stable. Carole a répondu immédiatement, sa voix crépitant à travers les parasites. Je lui ai dit que j'avais une situation avec un animal sauvage sur le Stratton Pond Trail et que j'avais besoin de renfort. Elle m'a demandé de préciser de quel genre d'animal il s'agissait. J'ai hésité. Je savais comment ça sonnerait. Je lui ai dit que j'avais rencontré un grand animal présentant un comportement inhabituel et que je voulais un autre rangé dans la zone par précaution. Elle m'a demandé si je me sentais en danger immédiat. J'ai regardé les arbres, j'ai regardé le sentier. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Elle m'a dit que l'unité disponible la plus proche était à 45 minutes et m'a demandé si je pouvais retourner à mon véhicule et attendre. J'ai dit oui. J'ai dit que je repartais maintenant. J'ai accroché la radio à ma ceinture, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à marcher vers le début du sentier. Rapidement mais sans courir, parce que courir déclenche l'instinct du prédateur et j'avais le sentiment que ce qui se trouvait dans ces bois m'observait pour voir ce que j'allais faire. J'ai dû faire 200 mètres avant que la première pierre ne me frappe. Je l'ai entendue arriver. Un sifflement dans l'air, puis elle a heurté un tronc d'arbre à 3 mètres de ma droite avec assez de force pour fendre l'écorce. Je me suis retourné brusquement. Rien. Silence. J'ai recommencé à avancer plus vite maintenant. Une autre pierre, atterrissant cette fois sur le sentier derrière moi. Une pierre de la taille d'une balle de softball qui a heurté la terre et rebondi 2 fois. On me rabattait. Je l'ai compris. On me poussait dans une direction où je ne voulais pas aller, loin du début du sentier et vers la forêt plus profonde. Je me suis arrêté. Je me suis tourné pour faire face à l'endroit d'où venaient les pierres. J'ai sorti le spray anti-ours et j'ai crié fort et agressivement, essayant de paraître plus grande que je ne l'étais, essayant d'effrayer ce maudit primate qui jouait à des jeux territoriaux en lançant des pierres. La réponse a été immédiate et terrifiante. Les arbres ont explosé de bruit, un fracas et un déchaînement venant de plusieurs directions à la fois, puis le cri a commencé, une vocalise si forte, si soutenue, et si complètement inhumaine que je l'ai senti dans ma poitrine, un rugissement qui est monté en un hurlement strident et s'est maintenu là pendant 10 secondes entières avant de s'interrompre dans le silence. Je n'ai jamais rien entendu de tel, ni avant ni depuis. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peur, c'était de la domination. C'était un avertissement. Ça disait « Ceci est mon territoire. Tu es une intruse. » Et j'ai fini d'être subtil. J'ai couru. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai laissé tomber le spray anti-ours et j'ai couru en direction du début du sentier aussi vite que je le pouvais sur le terrain accidenté, mon sac à dos rebondissant contre mon dos, mes poumons en feu. Je pouvais l'entendre derrière moi, non pas me pourchassant, mais me suivant. Maintenant, le rythme, le bruit de quelque chose de grand se déplaçant dans les broussailles parallèlement au sentier, égalant ma vitesse, mais sans me dépasser. Elle me testait, elle jouait avec moi. Je le savais et je ne pouvais pas m'arrêter de courir parce que s'arrêter signifiait affronter quelque chose que je n'avais aucun outil pour affronter, aucune formation pour gérer, aucun protocole à suivre. J'ai couru pendant peut-être 400 mètres avant que mon pied ne se prenne dans une racine et que je ne fasse une chute brutale, la tête la première dans la terre, mes mains n'étant pas assez rapides pour amortir le choc. J'ai senti ma tête heurter quelque chose de dur, une roche ou de la terre tassée, un éclair de lumière blanche puis rien pendant un instant, juste le vide, et quand j'ai repris conscience, j'étais sur le dos, regardant la canopée. Ma vision était double et du sang coulait de mon front dans mes yeux. J'ai essayé de m'asseoir. Le monde a basculé. Je suis retombé. J'ai entendu des pas, lourds et délibérés, qui se rapprochaient, pas en courant, en marchant. Quelque chose s'approchait de moi alors que j'étais à terre, impuissante et en sang, et je ne pouvais pas bouger assez vite pour m'enfuir. J'ai roulé sur le côté et j'ai essayé de me relever. Mes bras ne fonctionnaient pas correctement. Ma vision n'arrêtait pas de se brouiller.
J'ai d'abord vu des bottes, puis des jambes, puis une forme massive se tenant au-dessus de moi, et j'ai su que c'était la fin, que c'était comme ça que j'allais mourir. Seul sur un sentier dans la forêt que j'avais protégé pendant 12 ans, tué par quelque chose qui n'était pas censé exister. J'ai fermé les yeux. J'ai attendu l'impact. Au lieu de ça, j'ai senti des mains sur mes épaules, me retournant sur le dos, et j'ai entendu une voix humaine, masculine, paniquée. « Hé, vous m'entendez? Vous m'entendez ?» J'ai ouvert les yeux. Un homme était agenouillé à côté de moi, une trentaine d'années. Équipement de randonnée, visage inquiet. Pas la créature. Un randonneur. Je l'avais dépassé en courant dans ma panique et il m'avait trouvé après ma chute. J'ai essayé de parler mais ma bouche ne formait pas correctement les mots. Il a continué à parler, me disant de ne pas bouger, qu'il allait chercher de l'aide, me demandant ce qui s'était passé. J'ai réussi à dire que j'étais tombé. J'ai réussi à dire que je m'étais cogné la tête. Je ne lui ai pas parlé des pierres, du cri ou de la chose qui m'avait suivi parce que je ne trouvais pas les mots. Et que je ne les aurais pas crus moi-même si je les avais entendus de quelqu'un d'autre. Il a sorti son téléphone et a appelé le 911. Je l'ai entendu donner les coordonnées et décrire mes blessures. Je l'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de sang. J'ai essayé de lui dire que j'allais bien, que j'avais juste besoin de m'asseoir, mais quand j'ai essayé de bouger, ma vision est redevenue blanche et je me suis senti sombrer en arrière dans les ténèbres. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir, c'est l'odeur. Ce musc épais et organique, flottant sur le sentier depuis quelque part dans les arbres. Et la voix du randonneur disant « C'est quoi cette odeur, bordel ?» Puis plus rien. Je me suis réveillé dans l'ambulance. L'ambulancière m'a demandé de quoi je me souvenais. Je lui ai dit que je ne me souvenais de rien après le début de ma randonnée. Elle m'a demandé si j'avais couru. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a dit qu'on aurait dit que j'avais couru parce que mes genoux étaient éraflés, mes vêtements déchirés et que j'avais des blessures de défense sur les 2 avant-bras, là où j'avais essayé d'amortir ma chute à travers les branches. Elle m'a demandé si je fuyais quelque chose. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit que j'avais peut-être été confuse après m'être cogné la tête. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'a pas insisté. Elle m'a dit que j'avais une commotion cérébrale, peut-être une fracture du crâne, et que j'aurais besoin d'un scanner au Southwestern Vermont Medical Center pour écarter une hémorragie cérébrale. J'ai hoché la tête. J'avais mal partout. À l'hôpital, ils m'ont posé les mêmes questions encore et encore. Que s'est-il passé? Vous souvenez-vous d'être tombé? Étiez-vous seul? Avez-vous vu quelqu'un d'autre sur le sentier? Vous êtes-vous senti menacé? J'ai donné les mêmes réponses à chaque fois. J'ai glissé. Je suis tombé. Je me suis cogné la tête. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre. Le scanner n'a révélé ni fracture ni hémorragie, mais a confirmé la commotion cérébrale, et le médecin des urgences m'a dit que j'avais de la chance, que les traumatismes crâniens dans des endroits isolés peuvent devenir mortels très rapidement, et que je devrais envisager de randonner avec un partenaire à l'avenir. J'étais d'accord. J'ai dit que je serais plus prudente. Je ne lui ai pas dit qu'aucune précaution n'aurait pu me préparer à ce que j'avais rencontré. Que la seule façon d'être à l'abri de ce que j'avais vu était de ne jamais retourner seul dans cette forêt, et peut-être même pas dans ce cas. Ils m'ont laissé sortir ce soir-là avec une liste de protocoles à suivre pour la commotion et des instructions pour consulter mon médecin traitant dans une semaine. Tom Bridges est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramené au poste de garde forestier où mon camion était toujours garé. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté l'histoire de la chute. Il m'a demandé pourquoi ma radio avait été retrouvée à 30 mètres de l'endroit où le randonneur m'avait découverte, éteinte, avec le compartiment des piles ouverts. J'ai dit que j'avais dû la laisser tomber et qu'elle avait dû se briser à l'impact. Il a dit qu'elle n'avait pas l'air cassée. Il a dit qu'elle avait l'air délibérément démontée. J'ai dit que je ne savais pas quoi lui dire.
Il a dit que tout ça ne tenait pas debout. J'ai dit que ça aurait peut-être plus de sens une fois que ma tête serait plus claire. Il n'avait pas l'air satisfait, mais il a laissé tomber et je suis rentré chez moi en silence, vérifiant mon rétroviseur plus souvent que nécessaire, guettant à la lisière des arbres un mouvement qui n'est jamais venu. L'enquête a commencé 3 jours plus tard. Ellen Voss m'a convoqué au bureau de district et m'a dit qu'ils examinaient l'incident parce qu'il y avait des incohérences dans mon récit et des inquiétudes quant à une éventuelle violation du protocole. Je lui ai demandé quelles incohérences. Elle les a énumérées, la radio, la chronologie, la déclaration du randonneur selon laquelle je semblais fuir quelque chose, le fait que mon spray anti-ours ait été retrouvé sur le sentier à 200 mètres de l'endroit où je suis tombé, les égratignures sur mes avant-bras qui ressemblaient plus à des blessures de défense qu'à des blessures dues à une chute. J'ai expliqué chaque point du mieux que je pouvais avec l'histoire de la commotion, la confusion, les trous de mémoire, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas. Elle m'a demandé directement s'il s'était passé autre chose là-bas. J'ai dit non. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité pour retourner au travail. J'ai dit oui. Elle m'a dit que j'étais placé en congé administratif en attendant une évaluation psychologique et un examen formel de l'incident. J'ai dit que c'était d'accord. J'ai signé les papiers. Je suis parti. L'évaluation psychologique a eu lieu 1 semaine plus tard. Un psychologue contractuel nommé Dr Raymond Chen m'a interrogé sur le stress, les traumatismes, la consommation de substances, mes antécédents de santé mentale, et si j'avais eu des hallucinations ou des délires récemment. Je lui ai dit que j'allais bien, que je me remettais juste d'une commotion cérébrale. Pas d'hallucination, pas de délire, pas de facteur de stress inhabituel au-delà des défis normaux du travail en pleine nature. Il m'a demandé si je pensais avoir rencontré quelque chose d'inhabituel sur le sentier ce jour-là. J'ai dit non. Il m'a demandé pourquoi mon rythme cardiaque avait bondi quand il a posé cette question. J'ai dit que je ne savais pas. Peut-être une anxiété résiduelle due à la chute. Il a pris des notes. Il n'avait pas l'air convaincu. À la fin de la séance, il m'a dit qu'il recommandait que je reste en congé pendant 2 semaines supplémentaires et que je suive des séances de conseil pour traiter un éventuel stress post-traumatique. J'ai accepté. Je n'avais pas le choix. Pendant ces 2 semaines, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à ce que j'avais vu. Je me suis repassé la scène 1000 fois dans ma tête, essayant de me convaincre que je m'étais trompé, que la commotion avait déformé ma perception, que ce que j'avais interprété comme une créature était en fait un ours se tenant debout, ou un randonneur en vêtements sombres, ou une ombre projetée par l'angle du soleil à travers les arbres. Aucune de ces explications ne tenait la route. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce qui m'avait suivi. Je savais ce qui avait jeté ces pierres et poussé ce cri. Et je savais qu'écrire la vérité dans n'importe quel rapport officiel mettrait fin à ma carrière sur le champ. Alors j'ai menti. J'ai menti sur les formulaires médicaux, les rapports d'incidents et le témoignage devant la commission d'enquête. J'ai menti parce que la vérité était impossible et le mensonge simplement embarrassant. J'ai préféré ma carrière à ma crédibilité et mon intégrité à ma santé mentale, et je paie pour ce choix chaque jour depuis. La commission m'a innocenté le 26 octobre, avec une réprimande officielle pour avoir randonné seul dans une zone à haut risque sans procédure d'enregistrement appropriée, et une obligation de suivre une formation supplémentaire à la sécurité en milieu sauvage, avant de reprendre les patrouilles en solo. Ellen Voss m'a dit que j'avais de la chance de garder mon emploi. J'ai dit que je comprenais. Je l'ai remercié pour cette seconde chance. Je suis retourné au travail le 1er novembre, et je travaille depuis, patrouillant sur les mêmes sentiers, vérifiant les mêmes campements, faisant le même travail qu'avant, sauf que maintenant j'emporte 2 appareils photo, 3 batteries de rechange, un traceur GPS par satellite, et je ne randonne plus jamais, au grand jamais seul. Je n'ai pas revu la créature, je ne l'ai pas sentie, je n'ai pas entendu les cris, les coups dans le bois ou les pas dans le noir.
Soit elle est partie ailleurs, soit elle a décidé que je ne valais pas son attention, soit elle est toujours là et je suis simplement devenu meilleur pour éviter les zones où elle chasse. Je ne sais pas quelle option est la bonne et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Ce que je sais, c'est que la forêt a changé pour moi. Ce n'est plus le sanctuaire que c'était autrefois. Pas le refuge tranquille où je pouvais échapper au bruit de la civilisation et me sentir en paix dans la nature. Maintenant, c'est un endroit où je suis constamment sur mes gardes, scrutant sans cesse la lisière des arbres, écoutant constamment des bruits qui n'ont pas leur place. Je n'aime plus mon travail comme avant. Je ne me sens plus en sécurité comme avant. Je sursaute à la moindre ombre et je me réveille de cauchemars où je cours, et quelque chose est toujours juste derrière moi, juste hors de vue, me soufflant dans le cou avec cette odeur de viande pourrie. Le randonneur qui m'a trouvé, il s'appelait David Park, et il a déclaré aux rangers enquêteurs qu'il avait entendu des vocalises inhabituelles dans les bois peu avant de me découvrir sur le sentier. Il les a décrites comme primitives et agressives, ne ressemblant à aucun animal qu'il avait rencontré en 15 ans de randonnée dans l'arrière-pays. Quand les rangers lui ont demandé de préciser, il a dit qu'il ne voulait pas spéculer sur ce qui avait fait ces bruits parce qu'il savait comment ça sonnerait, mais qu'il était certain que ce n'était pas un ours, un orignal ou un autre animal conventionnel. Sa déclaration a été classée, notée, puis discrètement ignorée parce qu'elle étayait une version des faits que personne au service forestier ne voulait reconnaître. Je n'ai jamais rencontré David Park. Je ne l'ai jamais remercié de m'avoir probablement sauvé la vie. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu lui faire face sans admettre ce que nous savions tous les deux avoir rencontré ce jour-là. Il y a un article du Burlington Free Press du 2 novembre qui a publié un court papier sur les blessures inexpliquées de rangers dans la Green Mountain National Forest, citant 3 incidents au cours des 2 dernières années où des rangers avaient été blessés sur le terrain dans des circonstances qui n'étaient même pas entièrement expliquées dans les rapports officiels. Ils m'ont cité anonymement, disant que j'avais vécu une rencontre avec un animal inconnu qui avait entraîné des blessures et des séquelles psychologiques. L'article mentionnait le manque de soutien institutionnel pour les rangers, signalant des rencontres inhabituelles avec la faune et la pression pour minimiser les incidents qui pourraient alarmer le public ou nuire au tourisme. Le service forestier a publié une réponse disant que tous les incidents font l'objet d'une enquête approfondie et que la sécurité des rangers est la priorité absolue. Aucune des 2 déclarations ne reflétait la vérité de ce qui se passe réellement dans ces bois. Je travaille toujours ici. Il m'arrive encore de patrouiller seul, quand les effectifs sont réduits et que la charge de travail est lourde. Je regarde toujours derrière moi plus souvent qu'avant. Je porte toujours l'appareil photo, les batteries de rechange et le traceur satellite, même si je sais que si jamais je parviens à capturer la preuve de ce que j'ai vu, je serai confronté au même choix que dans ce lit d'hôpital. Dire la vérité et tout perdre, ou mentir et continuer à mentir jusqu'à ce que le mensonge devienne indiscernable de la réalité. Parfois, je me demande si d'autres rangers ont vécu des expériences similaires. S'il existe un réseau discret de gens comme moi qui savent ce qu'il y a là-dehors, mais qui ne peuvent rien dire sans détruire leur carrière. Parfois, je me demande si le service forestier en sait plus qu'il ne l'admet, s'il y a une directive enfouie dans une note de service classifiée qui dit de ne pas en parler, de ne pas enquêter, de laisser cela se fondre dans le folklore, la rumeur et le déni. Parfois, je me demande si je suis la seule personne assez stupide pour s'être approchée trop près, ou s'il y en a d'autres qui ont simplement été meilleurs pour s'enfuir. Je n'ai pas de réponse à ces questions et j'ai arrêté de les chercher. Ce que j'ai à la place, c'est un travail que je fais toujours. Une forêt en laquelle je n'ai plus confiance et un souvenir qui ne s'efface pas, peu importe combien de fois je raconte la version officielle des événements. Je sais ce qui m'a attaqué près de Stratton Pond le 3 octobre. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti et ce que j'ai entendu. Je sais que les mots « animal inconnu » sur mes formulaires médicaux sont techniquement exacts, mais fondamentalement malhonnêtes.
Je sais que j'ai choisi ma carrière plutôt que la vérité, et que ce choix me ronge de l'intérieur, un jour à la fois. La créature est toujours là dehors, j'en suis certaine. Les signes continuent, plus discrets maintenant mais toujours présents. Sentiers bloqués, odeurs étranges, vocalises signalées par des randonneurs qui ne savent pas ce qu'ils entendent. Empreintes de pas qui apparaissent et disparaissent avant que quiconque puisse les documenter correctement. La forêt garde ses secrets, le service forestier garde sa réputation, et je garde mon travail, ma retraite et mon silence. Et nous prétendons tous que la nature est sûre, connue et gérable, même si nous savons tous que c'est faux. Je passe devant le début du sentier de Stratton Pond chaque semaine en me rendant à d'autres zones de patrouille. Je n'ai pas refait cette randonnée spécifique depuis l'attaque. Je me dis que c'est parce que je me concentre sur d'autres sections qui nécessitent plus d'attention. Mais la vérité est que j'ai peur. J'ai peur de ce que je verrais si j'y retournais. J'ai peur de ce que je ressentirais. J'ai peur que la prochaine fois, la créature ne se contente pas de me suivre, de me tester et de me laisser partir. J'ai peur que la prochaine fois, ce soit moi qui ne revienne pas, qui devienne une autre disparition inexpliquée dans les statistiques, un autre nom sur la liste des personnes qui sont entrées dans la Green Mountain National Forest et n'en sont jamais sorties. Il y a un cas de 2018, une randonneuse nommée Jennifer Marcotte qui a disparu près de Glastonbury Mountain, à environ 25 km au sud de l'endroit où j'ai été attaqué. Elle était expérimentée, bien équipée, randonnait par beau temps sur un sentier balisé. Les équipes de recherche et de sauvetage ont passé 2 semaines à ratisser la zone. Ils ont trouvé son sac à dos, sa tente et l'une de ses chaussures, tous dans des endroits différents séparés par des kilomètres, comme s'ils avaient été transportés et lâchés au hasard. Ils n'ont jamais retrouvé Jennifer. La conclusion officielle était qu'elle avait eu une urgence médicale ou s'était désorientée et avait succombé à l'hypothermie. Mais l'équipement éparpillé n'a jamais eu de sens pour les chercheurs sur le terrain. On aurait dit que quelque chose s'était emparé de ses affaires et les avait dispersées à travers le paysage. Et personne n'a voulu se demander quel genre de quelque chose ferait ça. Je pense parfois à Jennifer Marcotte quand je suis seul sur les sentiers. Je me demande si elle a vu ce que j'ai vu, si elle a senti ce que j'ai senti, si elle a eu quelques secondes de pure terreur avant que ce qui l'a emporté n'achève le travail. Je me demande si on m'aurait retrouvé si David Park n'avait pas été sur ce sentier au moment précis où il m'a entendu tomber. Je pense à quel point je suis passé près de devenir une autre statistique, un autre mystère, une autre raison pour les théoriciens du complot de parler du triangle de Bennington, des randonneurs disparus et des choses qui chassent dans les bois. Le triangle de Bennington est une chose réelle, soit dit en passant, pas seulement du folklore. Entre 1945 et 1950, 5 personnes ont disparu dans la région de Glastonbury Mountain dans des circonstances qui n'ont jamais été expliquées. Paula Weldon, une étudiante de 18 ans, a disparu en randonnant sur le Long Trail. James Tedford a disparu d'un bus entre Bennington et St. Albans. D'autres passagers l'ont vu monter dans le bus mais jamais en descendre. Frida Langer a disparu en randonnant avec sa cousine et a été retrouvée 7 mois plus tard dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois. Son corps si décomposé que la cause du décès n'a pu être déterminée. Les disparitions ont cessé après 1950, mais les histoires, non. Et tous les quelques années, quelqu'un d'autre disparaît d'une manière qui ne correspond pas tout à fait aux schémas normaux des randonneurs perdus ou des morts accidentelles. Avant, je pensais que ces histoires étaient simplement le résultat naturel de personnes sous-estimant à quel point la nature peut être dangereuse, à quel point il est facile de se perdre, de se blesser ou de mourir sur un terrain qui semble amical, mais devient hostile à la moindre erreur. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Maintenant, je pense que peut-être quelque chose vit dans ces montagnes depuis très très longtemps, quelque chose qui sait comment éviter d'être détecté,
Quelque chose d'assez intelligent pour prendre les gens quand personne ne regarde et disperser les preuves de manière à ce que cela ressemble à des accidents, des causes naturelles ou de la malchance. Je ne parle de ça à personne, ni aux autres Rangers, ni à mes amis, ni à ma famille. J'ai appris ma leçon sur ce qui se passe quand on essaie de dire la vérité sur quelque chose que personne ne veut entendre. Je fais profil bas, je fais mon travail, et je porte le poids de ce que je sais en silence, parce que le silence est plus sûr que l'honnêteté et que la sécurité est tout ce qu'il me reste. Mais le fardeau s'alourdit, les cauchemars s'aggravent. Je me réveille à 3 heures du matin la plupart des nuits, trempé de sueur, le cœur battant, l'odeur de pourriture dans le nez même si je suis dans ma chambre à des kilomètres de toute forêt. J'entends parfois le cri, ce long rugissement soutenu qui monte en un hurlement strident. Et je dois allumer toutes les lumières de la maison et parcourir chaque pièce pour me convaincre que je suis seul, que rien ne m'a suivi chez moi, que les murs sont solides, que les portes sont verrouillées et que je suis en sécurité ici, même si je ne le suis pas là dehors. J'ai commencé à éviter certains bruits. Le craquement du bois dans le vent me fige sur place. Des branches qui se cassent me font chercher une arme que je ne porte pas. Les voix graves dans la foule déclenchent une montée d'adrénaline qui me laisse tremblante. Je ne peux plus regarder de documentaires sur la nature sans avoir la nausée. Je ne peux rien sentir de musqué ou d'organique sans que ma gorge ne se noue. J'ai développé une hyper-vigilance qui, selon mon médecin, est compatible avec un TSPT. Mais je ne peux pas lui en dire la cause parce que la vérité semblerait insensée et le mensonge serait incomplet. Le docteur Chen m'a orienté vers un spécialiste des traumatismes après ma 2e séance de suivi. J'y suis allé 3 fois avant d'arrêter. La spécialiste voulait que je parle de l'incident, que je traite le traumatisme, que je surmonte la peur en utilisant la thérapie d'exposition et les techniques cognitivo-comportementales. J'ai essayé. Je me suis assise dans son bureau et j'ai décrit la chute, la confusion et la blessure, et elle a écouté, hoché la tête et posé des questions douces sur ce que j'évitais et pourquoi. Je ne pouvais pas lui dire la vraie raison pour laquelle j'évitais le Stratton Pond Trail. Je ne pouvais pas lui dire que la thérapie d'exposition ne fonctionne pas quand la chose dont on a peur est réellement dangereuse, quand la menace est réelle, persistante et non résolue. Elle pensait que j'avais peur de tomber à nouveau. J'avais peur de me faire dévorer. Le congé administratif a pris fin et je suis retourné au travail, et tout semblait normal en surface. Je remplissais des rapports, j'entretenais les sentiers, je répondais aux questions des visiteurs et je coordonnais les opérations de recherche et de sauvetage si nécessaire. Je souriais, je restais professionnel et je prétendais que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je ne pouvais plus être seul dans la forêt sans me sentir à découvert. Je ne pouvais plus entendre le vent sans me demander si quelque chose s'y déplaçait. Je ne pouvais plus voir les ombres bouger sans supposer que quelque chose les avait projetées. Le travail qui me semblait autrefois une vocation ressemblait maintenant à de la roulette russe. Chaque patrouille un pari que cette fois-ci, je serais peut-être au mauvais endroit quand la créature déciderait de ne plus tolérer ma présence. J'ai demandé une mutation en décembre. Ellen Voss l'a refusée, disant que je n'avais pas accompli le temps requis à mon poste actuel et qu'une mutation donnerait l'impression que je fuyais l'incident, ce qui me suivrait dans n'importe quel nouveau district et soulèverait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Elle m'a dit que la meilleure chose à faire était de continuer à travailler, de reconstruire ma confiance, de me prouver à moi-même et au service que j'étais capable de faire le travail. Elle ne comprenait pas que je ne manquais pas de confiance. Je manquais de déni. Je savais exactement ce qu'il y avait là-dehors et je savais que je ne pouvais pas le gérer. Pas seul, pas avec l'équipement que j'avais, pas avec le soutien institutionnel qui m'obligeait à mentir sur la chose la plus dangereuse de la forêt. J'ai pensé à démissionner.
J'ai écrit la lettre de démission 3 fois. Chaque fois, je me suis arrêté avant de la soumettre parce que démissionner signifie admettre que quelque chose dans les bois m'a fait assez peur pour abandonner une carrière que j'ai mis 20 ans à construire. Et cet aveu ressemble à une défaite. J'ai l'impression de laisser la créature gagner. J'ai l'impression d'abandonner la seule chose pour laquelle je suis doué, parce que je ne peux pas affronter la vérité sur ceux qui partagent ces montagnes avec moi. Alors je reste. Je patrouille sur les sentiers. Je remplis les rapports. Je maintiens le mensonge et je porte le fardeau. Et j'attends le prochain incident, la prochaine attaque, le prochain ranger ou randonneur qui rencontrera ce que j'ai rencontré et devra faire le même choix impossible entre la vérité et la crédibilité. J'attends, je surveille, et je me demande si je suis une lâche en gardant le silence ou une réaliste en comprenant que certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites à voix haute. Le plus dur n'est pas la peur. La peur est gérable. La peur est une réponse à une menace réelle et je peux travailler avec ça, ajuster mon comportement, prendre des précautions, rester alerte. Le plus dur, c'est la solitude de savoir quelque chose de vrai que personne d'autre ne croira, de porter des preuves qui ne peuvent être partagées et des expériences qui ne peuvent être validées. Je suis isolé parce que je sais. Je suis piégé par mon honnêteté. Je suis coincé entre le travail que j'aime et la vérité que je ne peux pas dire. Et chaque jour, cet écart se creuse et devient plus difficile à combler. Je vois parfois la créature dans ma vision périphérique, debout entre les arbres à la lisière des campements, m'observant travailler. Quand je me retourne pour regarder directement, elle a toujours disparu, si tant est qu'elle ait été là. Je ne sais pas si je vois des mouvements réels ou si mon cerveau est tellement conditionné à la détection des menaces qu'il crée des formes, à partir d'ombres et de branches qui se balancent. Les deux options sont troublantes. Soit je suis suivi par quelque chose qui sait exactement où je suis à tout moment. Soit je perds pied avec la réalité et j'imagine des menaces qui n'existent pas. Je ne sais pas ce qui est le pire. Je la sens aussi parfois, ce musc épais et organique flottant à travers les arbres quand le vent tourne. C'est plus faible maintenant, ou peut-être que je m'y suis habitué. Adapté à l'odeur comme on s'adapte à n'importe quelle odeur persistante jusqu'à ce qu'on ne la remarque plus consciemment, mais elle est toujours là, en arrière-plan, une signature chimique qui signifie danger. Quand je la sens, je bouge. Je n'enquête pas. Je ne documente pas. Je quitte la zone, vite et sans bruit, et je ne regarde pas en arrière, parce que regarder en arrière signifie affronter la question de savoir si quelque chose me suit réellement, ou si je suis juste paranoïaque et je ne veux pas connaître la réponse. Les autres rangers ont remarqué que j'ai changé. Ils ne disent rien directement, mais je le vois dans la façon dont ils interagissent avec moi maintenant. La distance prudente, la façon dont ils évitent de m'assigner à des patrouilles en solo s'ils le peuvent. Les regards inquiets quand ils pensent que non, que je ne les regarde pas. Ils me croient fragile. Ils pensent que le traumatisme crânien m'a plus affecté que je ne l'admets. Ils n'ont pas entièrement tort, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est réellement brisé. Ce n'était pas la chute. Ce n'était pas la commotion. C'était le moment de lucidité où j'ai réalisé que tout ce que j'avais appris à croire sur la gestion de la nature et le comportement de la faune était incomplet. Qu'il y avait des lacunes dans nos connaissances assez grandes pour cacher quelque chose de massif, d'intelligent et de prédateur, et que reconnaître ces lacunes me coûterait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Tom Bridges m'a pris à part en janvier et m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de parler de quelque chose, si le travail devenait trop lourd. Je lui ai dit que j'allais bien, que je m'adaptais simplement aux nouveaux protocoles de sécurité après l'incident. Il a dit qu'il avait remarqué que je ne prenais plus de missions en solo et il se demandait si j'avais perdu mon courage. Je lui ai dit que j'étais juste prudente. Il a dit qu'il y avait la prudence et il y avait la paralysie, et que je semblais plus proche de la seconde. J'ai dit que j'y travaillerais. Il a dit qu'il l'espérait parce que le district avait besoin de rangers capables d'opérer de manière indépendante et que si je ne pouvais plus le faire,
Je devrais peut-être envisager un autre rôle. C'était une menace déguisée en sollicitude et nous le savions tous les deux. J'ai dit que je comprenais. J'ai dit que je reprendrais bientôt les rotations de patrouille normales. Je ne lui ai pas dit que la normalité ne reviendrait jamais, que la forêt m'avait révélé quelque chose qui ne pouvait être ignoré, et que chaque patrouille en solo serait désormais un exercice de terreur contrôlée. J'ai fini par reprendre les patrouilles en solo, pas dans la région de Stratton Pond. Je n'y suis pas retourné et je ne prévois pas de le faire, mais dans d'autres sections de la forêt qui semblent plus sûres, bien que je sache que la sécurité est une illusion. Si la créature voulait me trouver, elle le pourrait. Si elle décidait que je valais à nouveau la peine d'être ciblé, je n'aurais aucun avertissement au-delà d'une odeur, d'un son ou d'un pressentiment. Et à ce moment-là, il serait trop tard. Mais je ne pouvais pas laisser la peur m'empêcher complètement de faire mon travail. Alors j'ai fait un compromis. Je patrouille pendant les périodes les plus fréquentées, quand il y a beaucoup de randonneurs. Je transporte tout l'équipement de sécurité que je peux faire entrer dans mon sac. Je contacte la permanence toutes les 30 minutes. Je ne reste jamais dehors après le coucher du soleil. Je me donne tous les avantages possibles, à part refuser de travailler, et j'espère que c'est suffisant. Mars a apporté les premières journées chaudes et les randonneurs de début de saison, les optimistes que les sentiers boueux et le temps imprévisible ne dérangent pas. Je vérifiais le registre du Lye Brook Trail quand j'ai rencontré une femme nommée Sarah Chen, la trentaine, randonneuse en solo, prévoyant une boucle de 3 jours dans la zone sauvage. Nous avons parlé de l'état des sentiers, des sources d'eau et de l'activité des ours, la conversation normale entre rangers et randonneurs. Elle m'a demandé si j'avais entendu parler d'observations inhabituelles d'animaux sauvages dans la région. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par inhabituel. Elle a dit qu'elle avait lu des forums en ligne où les gens parlaient de vocalises étranges et d'événements inexpliqués dans l'arrière-pays des Green Mountains, et elle se demandait s'il y avait une part de vérité dans ces histoires, ou si c'était juste des délires conspirationnistes d'Internet. J'ai eu un choix à ce moment-là. Je pouvais lui dire la vérité et risquer de paraître folle et de potentiellement l'effrayer d'une forêt qui génère des millions de revenus touristiques. Ou je pouvais lui donner la version officielle que la Green Mountain National Forest est sûre et bien gérée et que tout signalement inhabituel est probablement une erreur d'identification d'animaux connus. J'ai choisi la version officielle. Je lui ai dit que la forêt est sûre. Je lui ai dit de suivre les précautions normales, de faire du bruit sur le sentier, de stocker correctement la nourriture, d'emporter du spray anti-ours. Je lui ai dit de passer une excellente randonnée et de se présenter au poste de garde forestier à la fin de sa boucle. Je ne lui ai pas parlé des jets de pierre, des cris, de l'odeur ou de la chose qui m'avait suivi et avait failli me tuer. Je l'ai envoyé dans la forêt avec des informations incomplètes parce que c'est ce que mon travail exige. Et je me déteste pour ça chaque jour depuis. Sarah Chen est revenue 3 jours plus tard. Elle avait l'air secouée mais indemne. Elle a signé le registre de sortie au début du sentier et je lui ai demandé comment s'était passé son voyage. Elle a dit que ça allait la plupart du temps, sauf une nuit où elle avait entendu quelque chose de grand bouger autour de son campement. Et elle avait passé 4 heures assise dans sa tente avec son spray anti-ours à portée de main, attendant l'aube. Elle a dit que quoi que ce soit, ça ne s'était jamais approché à moins d'une 15aine de mètres, mais que ça avait tourné autour de sa position plusieurs fois, et qu'à un moment, ça avait fait un bruit qu'elle ne pouvait pas décrire. Quelque chose entre un grognement et un souffle qui semblait trop profond et trop résonnant pour être un animal qu'elle connaissait. Elle a dit qu'elle avait plié bagage aux premières lueurs et qu'elle était partie plus vite que prévu parce que rester lui semblait dangereux d'une manière qu'elle ne pouvait pas articuler. Je lui ai demandé si elle avait pris des photos ou des enregistrements. Elle a dit qu'elle avait essayé mais que la batterie de son téléphone était morte même si elle l'avait gardée en mode avion pour économiser l'énergie et que sa batterie externe s'était vidée pendant la nuit malgré le fait qu'elle était complètement chargée au début du voyage.
Elle a dit qu'elle savait que ça paraissait paranoïaque, mais qu'elle avait l'impression que quelque chose avait délibérément interféré avec ses appareils électroniques, bien qu'elle ne puisse pas expliquer comment ni pourquoi. Elle m'a demandé si je pensais qu'elle surréagissait. Je lui ai dit que la nature sauvage peut sembler menaçante quand on est seul et que l'imagination peut amplifier l'activité animale normale en quelque chose de plus effrayant que la réalité. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de rester calme et de repartir en toute sécurité. Je ne lui ai pas dit que son expérience correspondait presque exactement à la mienne, que la batterie vide, les cercles et les bruits faisaient tous partie d'un schéma que j'avais documenté puis enterré, qu'elle avait probablement rencontré la même chose que moi et qu'elle avait eu de la chance qu'elle l'ait laissé partir. Elle est partie et je n'ai déposé aucun rapport parce qu'il n'y avait rien à signaler. Pas de blessures, pas de preuves, pas d'incident vérifiable. Juste une autre randonneuse avec une histoire effrayante qui serait rejetée comme étant le fruit de la nervosité et de l'imagination si je la transmettais au bureau de district. J'ai ajouté son expérience à ma base de données mentales privée d'événements que je ne peux pas reconnaître officiellement. Un autre point de données dans un schéma que je ne peux pas partager. Un autre moment de silence, alors que l'honnêteté aurait été plus courageuse. Mais le silence était plus sûr. Je me demande parfois si je suis complice de ce qui arrivera ensuite. Si un autre randonneur disparaît ou si un autre rangé est attaqué, sera-ce en partie ma faute de ne pas avoir parlé quand j'en avais l'occasion? Mon témoignage aurait-il compté ou m'aurait-il simplement fait virer sans rien changer à la façon dont le service forestier gère ces incidents? Je ne sais pas. Je me dis qu'une seule personne qui parle ne ferait pas la différence face à une culture institutionnelle de déni et à une créature qui se cache avec succès depuis des décennies ou des siècles. Mais ce n'est probablement qu'une rationalisation, une façon de me sentir moins coupable de donner la priorité à ma carrière plutôt qu'à la sécurité publique. La saison a suivi son cours. Le printemps est devenu l'été. Les sentiers se sont remplis de randonneurs à la journée, de randonneurs d'une nuit et de randonneurs au long cours se dirigeant vers le nord sur le Long Trail. J'ai fait mon travail. J'ai entretenu les infrastructures, éduqué les visiteurs, répondu aux urgences médicales et aidé les randonneurs perdus à retrouver leur chemin. J'étais professionnelle, compétente et serviable, et personne, sauf peut-être Tom Bridges et Ellen Voss, ne se doutait que j'étais aussi terrifié, que chaque service dans la forêt ressemblait à une évaluation des menaces, que je ne pouvais pas entendre des branches se casser sans calculer des voies de fuite. Juillet a apporté un autre incident, cette fois à Groot Pond, à environ 20 km à l'ouest de la région de Stratton. 2 kayakistes ont signalé avoir trouvé un campement entièrement détruit. Tentes déchiquetées, matériel éparpillé, sacs de nourriture déchirés et son contenu dispersé sur le sol, mais aucune trace des campeurs. Les équipes de recherche et de sauvetage ont lancé une opération de grande envergure. Nous avons retrouvé les campeurs disparus 6 heures plus tard, à 5 km de leur campement détruit, cachés dans un abri d'entretien près d'une route d'accès forestière. Ils étaient déshydratés et couverts d'égratignures, mais sinon indemnes. Quand nous leur avons demandé ce qui s'était passé, ils ont dit qu'ils s'étaient réveillés en entendant quelque chose détruire leur camp et qu'ils avaient couru, attrapant tout ce qu'ils pouvaient le porter et fuyant dans l'obscurité sans lumière ni moyen de navigation, courant à l'aveugle jusqu'à ce qu'ils trouvent la route et la suivent jusqu'à l'abri. Ils ont décrit l'attaquant comme étant massif et bipède, couvert d'une fourrure sombre, avec une odeur qui leur donnait la nausée. Ils ont dit qu'ils s'étaient approchés de leur tente juste après minuit, faisant des bruits qui ressemblaient plus presque à un langage, des vocalises complexes qui montaient et descendaient en tonalité et en rythme. Quand ils avaient ouvert la fermeture éclair de la tente pour voir ce qui faisait ce bruit, il avait chargé, heurtant la tente avec assez de force pour faire s'effondrer les arceaux. Il s'était échappé par une déchirure dans la toile et avait couru, et la créature les avait poursuivis sur une centaine de mètres
avant d'abandonner la poursuite. Ils ont dit qu'ils l'avaient entendu détruire leur campement derrière eux, déchirant, jetant et vocalisant, et qu'ils avaient de continuer à courir jusqu'à ce qu'ils ne l'entendent plus. Le rapport officiel a classé l'incident comme une attaque d'ours. Le bureau de district a publié un communiqué de presse sur l'augmentation de l'activité des ours dans la région de Grout Pond et a rappelé aux campeurs d'utiliser des techniques de stockage de nourriture appropriées. La description par les kayakistes d'une créature bipède a été notée dans le dossier, puis discrètement ignorée car la reconnaître aurait nécessité des explications que personne n'était prêt à donner. Les campeurs n'ont pas protesté. Ils étaient tout simplement reconnaissants d'être en vie. Ils ont remballé le matériel que nous avons réussi à récupérer de leur campement détruit, ont quitté le Vermont et, pour autant que je sache, ne sont jamais revenus. J'ai lu le rapport et j'ai reconnu le schéma. J'ai vu ma propre expérience se refléter dans leur description et j'ai su que ce que j'avais rencontré près de Stratton Pond n'était pas un cas isolé, que le territoire de la créature s'étendait sur plusieurs zones de la forêt, qu'elle était mobile, territoriale et agressive quand elle le décidait. J'ai pensé à parler, j'ai pensé à ajouter mon propre témoignage au dossier, à créer un précédent montrant que plusieurs incidents suivaient le même schéma comportemental. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis une lâche, et parce que parler m'aurait obligé à expliquer pourquoi je n'avais pas parlé avant, et je n'avais pas de bonne réponse à cette question. Août a été calme. Septembre a apporté les couleurs de l'automne, les foules, et la haute saison où les rangers sont surchargés. La paperasse s'accumule et il n'y a pas le temps de penser à autre chose qu'à assurer la sécurité des visiteurs et à gérer le chaos logistique de milliers de personnes affluant dans une zone sauvage conçue pour peut-être un dixième de ce nombre. J'ai fait des semaines de 70 heures. J'ai à peine dormi. J'étais reconnaissante de la distraction. Le 3 octobre est revenu, 1 an après l'attaque. J'ai pris ma journée. Je ne pouvais pas affronter la forêt en cet anniversaire. Je suis resté à la maison et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui s'était passé, mais bien sûr, je n'ai pensé à rien d'autre. J'ai pensé à l'odeur, aux pierres, aux cris et à la sensation d'être chassé par quelque chose de plus fort, de plus rapide et de plus intelligent que n'importe quel animal que j'avais été formé à gérer. J'ai pensé à l'instant où je l'avais vu entre les arbres, cet aperçu de quelque chose de massif et d'impossible, et comment ce seul instant avait fracturé ma compréhension de ce qui était réel et de ce qui était sûr. J'ai pensé à tous les mensonges que j'avais racontés depuis 1 an, aux médecins, aux superviseurs, aux enquêteurs et à moi-même, et comment ces mensonges avaient là construit un mur entre moi et la vérité, un mur que je ne pouvais plus escalader. J'ai de nouveau pensé à démissionner. J'ai rédigé une autre lettre de démission. Je ne l'ai pas envoyée. Je suis retourné au travail le lendemain et j'ai continué parce que c'est ce que je fais. Je continue de prétendre, je continue d'entretenir la fiction que je vais bien, que la forêt est sûre et que rien ne s'est passé qui ne puisse être expliqué par une chute, une commotion et une imagination hyperactive déclenchée par un traumatisme crânien. Cela fait maintenant plus d'1 an depuis l'attaque et je travaille toujours dans la Green Mountain National Forest. Je patrouille toujours sur les sentiers, je vérifie les campements et je remplis les rapports. Je mens toujours sur ce que je sais et ce que j'ai vu. Je porte toujours le poids de ce matin d'octobre, la terreur, l'impact et le moment où la réalité a basculé et où j'ai réalisé que tout ce que je pensais comprendre de la nature sauvage était incomplet. La créature est toujours là dehors. Je le sais. Je la sens parfois quand je suis seul sur les sentiers, une pression dans l'air qui me dit que je suis observé, que quelque chose suit mes mouvements et décide si je vaux l'effort. Je ne sais pas si elle se souvient de moi en particulier, ou si je suis juste une autre humaine traversant un territoire qu'elle considère comme le sien, une autre intrusion temporaire qu'elle tolère jusqu'à ce qu'elle ne le tolère plus. Je ne sais pas si elle devient plus audacieuse, ou si je suis simplement plus consciente des signes maintenant que je sais quoi chercher. Les signalements continuent d'arriver, des randonneurs décrivant des bruits,
des odeurs et des mouvements qui ne correspondent à aucune faune documentée, et nous continuons de les classer comme activités d'ours, erreurs d'identification ou imagination, et la vérité reste enfouie sous des couches de déni institutionnel et de lâcheté personnelle. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Certains jours, j'ai l'impression d'attendre la permission de démissionner, qu'un incident soit assez grave pour que le service forestier doive reconnaître ce qui se passe réellement. Une validation qui justifierait rétroactivement mon silence. D'autres jours, j'ai l'impression d'attendre de devenir la prochaine victime, la prochaine rangée qui part en patrouille et ne revient pas, le prochain nom ajouté à la liste des personnes qui ont disparu dans ces montagnes sans explication. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer à porter ça seul. Le poids de tout ça me brise au ralenti, érodant ma santé mentale, mon sens de l'intégrité et ma capacité à faire le travail que j'aimais tant. Je me réveille épuisée et je m'endors anxieuse, et les heures entre les deux ne sont que gestion de la peur et maintien des mensonges, et je ne sais pas combien de temps je peux tenir avant que quelque chose ne cède. Je pense parfois à Marcus Webb, le randonneur qui a signalé avoir été suivi près de Stratton Pond 2 semaines avant mon attaque. Je me demande s'il pense à ce qu'il a vécu, s'il reste éveillé la nuit à se demander ce qu'il y avait dans ces bois ce soir-là, s'il regrette de ne pas avoir insisté davantage pour que quelqu'un prenne son rapport au sérieux. Je me demande s'il sait que ce qui lui est arrivé m'est arrivé aussi, que nous partageons une expérience qui ne peut être ni validée ni reconnue, que nous sommes tous les deux isolés par un savoir qui semble insensé lorsqu'on le prononce à voix haute. Je pense à Sarah Chen et aux campeurs de Grout Pond et à toutes les autres personnes qui ont rencontré quelque chose dans ces montagnes qui ne devrait pas exister. Et je me demande si nous portons tous le même secret, tous piégés par le même choix impossible entre la vérité et la crédibilité. Je me demande s'il existe un réseau de gens qui savent ce que je sais, qui ont vu ce que j'ai vu, qui ont pris la même décision de garder le silence parce que le silence est la seule option qui ne détruit pas tout le reste. Peut-être que je ne le saurai jamais. Peut-être que je passerai le reste de ma carrière à me demander, à attendre et à surveiller, regardant toujours par-dessus mon épaule, scrutant toujours la lisière des arbres, toujours prête à courir. Peut-être est-ce le prix à payer pour rester, le coût d'avoir choisi ce travail plutôt que l'honnêteté, le confort plutôt que le courage. Ou peut-être qu'un jour je trouverai le courage de dire la vérité à voix haute, de mettre mon nom et ma crédibilité derrière l'affirmation que quelque chose de massif, d'intelligent et de dangereux vit dans la Green Mountain National Forest, quelque chose qui chasse, traque et attaque. Quelque chose qui ne peut être expliqué par la biologie conventionnelle de la faune, ni rejeté comme une erreur d'identification. Peut-être qu'un jour, je déciderai que la vérité compte plus que ma carrière, qu'avertir les gens compte plus que de protéger les revenus du tourisme, que l'intégrité compte plus que l'approbation institutionnelle. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours la ranger Diane Kowalski, patrouillant toujours sur les sentiers, remplissant toujours les rapports, maintenant toujours le mensonge. Aujourd'hui, je choisis toujours le silence plutôt que l'honnêteté parce que je ne sais pas comment choisir autre chose, parce que l'alternative est trop effrayante, trop incertaine et trop définitive. Je sais exactement ce qui m'a attaqué près de Stratton Pond le 3 octobre de l'année dernière. Je sais que c'était réel et dangereux et que c'est toujours là dehors, quelque part dans ces montagnes. Je sais que chaque jour où je garde le silence est un jour de plus où la vérité reste cachée et où une autre victime potentielle reste non informée. J'ai écrit « Animal inconnu » sur tous les formulaires parce que je voulais garder mon travail et j'ai eu ce que je voulais et ça me tue lentement. Un service à la fois, un mensonge à la fois, un moment de lâcheté à la fois. La forêt garde ses secrets, je garde les miens et quelque part dans les arbres, quelque chose de massif et de terrible continue de chasser, de surveiller, d'attendre la prochaine personne qui s'aventurera trop loin dans le territoire qu'il a revendiqué comme sien. Je ne sais pas comment ça se termine.
Je ne sais pas si je me sentirai un jour à nouveau en sécurité dans ces bois. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour d'être restée silencieuse alors que parler aurait pu sauver quelqu'un d'autre de vivre ce que j'ai vécu. Ce que je sais, c'est que maintenant, à cet instant précis, alors que je suis assise dans ma cabane à écrire ceci pour la première fois, essayant de créer une trace de ce qui s'est réellement passé même si je ne le montre jamais à personne, je peux la sentir. Ce musc épais et organique, qui entre par ma fenêtre ouverte, faible mais indubitable, et je sais que ça veut dire qu'elle est proche, plus près qu'elle ne devrait l'être, plus près qu'elle ne l'a jamais été de ma maison. Je devrais fermer la fenêtre. Je devrais appeler quelqu'un. Je devrais prendre mes clés et partir en voiture jusqu'à ce que je ne la sente plus. Mais je suis pétrifié, assise ici, les mains tremblantes et le cœur battant, me demandant si c'est la fin, si ce soir est la nuit où elle cessera de tolérer ma présence, si mon silence a finalement perdu sa valeur, et si je suis sur le point de payer le prix pour chaque mensonge que j'ai raconté et chaque vérité que j'ai enterrée. L'odeur se fait plus forte. J'entends quelque chose dehors, se déplaçant dans les broussailles derrière ma cabane, des pas lourds qui ne ressemblent à aucun animal que je suis censé connaître. Je devrais bouger, je devrais courir. Je devrais faire autre chose que de rester assise ici à attendre ce qui va suivre. Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être ce que je mérite, que c'est peut-être la seule fin honnête à une histoire bâtie sur des mensonges, de la lâcheté et un déni institutionnel. Les pas se rapprochent. J'entends une respiration maintenant, profonde et rythmée, juste devant ma fenêtre. Je sais ce qu'il y a dehors. Je sais exactement ce qui va se passer. Et pourtant, je n'arrive toujours pas à me retourner pour regarder.